Alors, tout d'abord, le terme d'étrangeté. Pourquoi ce terme-là? Étrangeté vient de extraneus. Extraneus, on pourrait dire, qui est dans un espace qui n'est pas celui-là. L'extraterrestre, par exemple, quand on dit que celui-là, ce matin, parce qu'il a vraiment beaucoup festoyé, a une tête d'extraterrestre, ou quand on dit que celui-là est tombé de la dernière pluie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son rapport à la réalité est comme incongru, bizarre, inapproprié, en un terme, étrange, comme c'est étrange. Alors, je vais évoquer, on va dire, voilà, trois, dans l'histoire de l'étrangeté, il me semble qu'il est pertinent de se confronter à trois états de la notion de l'étrangeté. Nous allons voyager. Nous allons partir de la Grèce de moins 600. Et ce premier moment de l'étrangeté de l'ici-bas, voilà, étrangeté de l'ici-bas, c'est mon premier moment. On va envisager à partir du second Moyen-Âge jusqu'à la fin de la Renaissance l'étrangeté du là-bas. Pour 1600 n'est pas la fin de la récréation, rencontrer l'étrangeté du en moi, étrangeté, c'est pour ça que je disais qu'on allait même voyager jusqu'au MIT, jusqu'à ce qui va se passer au MIT la semaine prochaine, étrangeté de l'absence d'étrangeté, l'étrangeté en moi, l'extraterrestre que je dois être à moi-même, et un impératif tellement fort que si j'arrête d'installer en moi cette extimité, cette étrangeté, peut-être que je me raye de la carte de l'humanité. Alors, reprenons notre voyage. Donc, c'est la première station. Nous sommes en Grèce. Alors, cette première station, elle va, on va dire, de moins 600 jusque vers 1300. On inclut le premier Moyen-Âge. Alors, j'ai parlé d'une première modalité de l'étrangeté que j'appelle l'étrangeté du ici-bas. Pourquoi? Ça commence avec Parménide, le physicien et philosophe Parménide, vers 600 avant notre ère. Là, on commence à se demander si, après tout, le sol grec que l'on foule, c'est vraiment la patrie, c'est vraiment le sol de l'être humain. On se demande si l'être humain n'est pas plutôt en exil, si les phénomènes irrationnels de ce ici-bas ne sont pas des indices pour retrouver la patrie perdue qui serait au-delà, qui serait le monde de l'idée du bien, le monde de l'entéléchie, de l'acte pur. Je vais développer bien sûr tout cela. Alors, je vais par exemple partir, Parménide, on peut en faire l'économie au sens où ce texte de Platon auquel je vais me référer, le Timée, intègre, met en œuvre l'approche spatiale de Parménide. De quoi est-il question? Alors c'est un très très beau texte. C'est un texte qui est considéré comme le texte de la physique de Platon, le Timée. Dans ce texte, alors là on n'est pas en 1600, on est dans l'Athènes classique. Et dans ce texte du Timée, Platon fait état d'une étrange histoire qui est dans le dialogue Timée énoncé par Timée
C'est-à-dire, il fait l'hypothèse que si nous sommes ici-bas, si nous sommes des êtres investis d'un certain poids de chair, d'une certaine matérialité, c'est que dans sa générosité, l'être qui est au-delà, alors on l'appelle dans le Timée démiurge créateur. On fait l'hypothèse donc d'un être tellement parfait, l'être qui est de Parménide, un être tellement parfait qu'il n'a pas à devenir, il n'a même pas à s'incarner, il n'a même pas à devenir un être de chair et d'historicité. Or, cet être-là, alors ça se trouve dans le Timée, c'est en 29e, si vous voulez y voir de plus près. Les textes philosophiques fondamentaux sont en ligne grâce à notre webmestre, philosophe de l'Académie de Paris. Vous faites Académie de Paris, vous faites philosophie, donc vous avez les textes de philosophie. Platon, en 29e, dans le Timée, fait l'hypothèse qu'en réalité, si dans ce ici-bas que nous fréquentons dangereusement, il y a des expériences qui nous sidèrent. Par exemple, l'expérience amoureuse, par exemple, l'expérience de l'effroi du beau, l'expérience esthétique, c'est que, alors la genèse de cette étrangeté qui serait rencontrée par nous, telle qu'elle est posée dans le Timée, c'est que le démiurge, dans sa générosité, a voulu se dupliquer. Il a voulu construire à partir de sa propre image le monde. Il lui a donné une âme. Il a voulu que comme elle soit complète, cette création. Et donc si vous lisez le Timée, si vous lisez les textes de Platon, ce que je vous recommande, je pense que les préparationnaires que vous êtes ont intérêt à penser, alors le mot c'est kora. Kora, chez Platon, c'est à la fois le principe d'engendrement. Le démiurge, dans sa générosité, il va se dupliquer, ce qui est sa copie va à son tour faire l'objet d'une copie, de copie, etc. Ce qui veut dire que ce qui est rencontré ici-bas, copie de copie de copie, inconsistante. La copie fait passer pour même ce qui est autre, fait passer pour présent ce qui est absent. Le non-être, ce qui est tellement sans être que ce non-être, il a besoin d'occuper l'espace, il a besoin de rouler les mécaniques, il a besoin de manifester sa consistance, lui qui est inconsistant. Donc il fait l'hypothèse, Platon, que lorsqu'il nous arrive d'être dans l'effroi du beau, d'être pris dans une expérience de sidération, sidérus, les étoiles, quelque chose qui a à voir, quelqu'un qui nous fait voir les 36 chandelles, l'hypothèse d'une manière d'habiter spatialement ici-bas, qui de temps en temps fait intervenir des trouées, fait intervenir des clartés, qui nous donnent l'idée qu'en réalité, ce qu'on croit être l'ici, c'est un ailleurs. Ce qu'on croit être notre sol, notre patrie, c'est un exil. Et donc toute cette perspective qui va être celle, alors non seulement de Platon dans le Timée, non seulement de Plotin, bon j'aurais pu parler d'Aristote, Plotin est un auteur très important, c'est un néo-platonicien, c'est lui qui fait le lien entre les propositions antiques et les propositions théologiques médiévales.
C'est lui qui va transmettre comment, ici, c'est en réalité un ailleurs. Pourquoi ? Parce que notre véritable source, notre patrie perdue, c'est l'idée du bien. C'est celle qui est au-delà. Donc on croit être chez soi. En réalité, on est dans une spatialité qui est délétère, qui est inconsistante. Et si vous connaissez par exemple le banquet, l'expérience amoureuse, elle peut permettre de retrouver le véritable sol. Donc je me résume et je dis en quoi Plotin transmet aux théologiens médiévaux, aux pères de l'Église d'abord, aux théologiens médiévaux, l'hypothèse que l'expérience de l'étrangeté, c'est l'expérience d'une invitation à se sentir exilé. Je crois que ce sol que j'occupe est le mien. En réalité, je suis un extraterrestre. Je relève d'une source qui n'est pas là. Alors, pourquoi Plotin ? Alors, par exemple, il y a la toute première des Énéades de Plotin qui s'appelle Dubo, qui reprend tout ce que Platon a dit de cette sidération, cette bizarrerie de l'expérience esthétique, parce que ce qui est beau, c'est ce qui est plus consistant, plus dense. Et donc le beau nous donne idée de notre espace véritable, de notre sol véritable. Bon, ici, j'ai choisi de me référer à l'Énéade qu'on appelle du monde, très très important pour cette année. Du monde, c'est l'Énéade 2.1, du monde. Dans ce texte, il poursuit Plotin la perspective de Platon et nous dit que nous sommes des exilés. Nous sommes des exilés. Notre patrie est perdue. Notre patrie est ailleurs. Alors, comme vous êtes des êtres cultivés, vous voyez en quoi la théologie médiévale, là je parle du premier Moyen-Âge, et comme je ne suis pas historienne, et comme je parle sous le contrôle d'historiens éminents, je vais me référer à un texte, là encore. Bon, vraiment, il me semble que ça fait partie des priorités de cette année, un texte d'un médiéviste qui s'appelle Duby, le texte « Le temps des cathédrales ». Le temps des cathédrales, c'est un temps qui succède au temps des monastères et qui précède le temps des palais. Alors, que dit ce médiéviste ? Et là, vous allez retrouver et Platon et Plotin. Il montre que les dispositifs théologiques, parce que via Plotin, Augustin, père de l'Église, grand lecteur de Plotin, va prolonger le platonisme, l'hypothèse que nous sommes des exilés, que notre véritable sol, il est avant et ailleurs. Il y a une étrangeté du ici-bas. Je donne 3 exemples pour vous donner envie de lire ce texte. Il faut que vous sortiez d'ici en ayant envie de lire ce texte. Il parle dans le temps des monastères, donc c'est du Platon, c'est vraiment du Platon pur sucre. Il donne l'idée que le chant grégorien des monastères, c'est une manière, l'expression est superbe, l'expression de Duby est superbe, le chant grégorien, c'est une manière de faire se dérober le sol. Lorsqu'il y a chant grégorien, bon, je vous en lis quand même un tout petit peu, pour que vous ayez envie de le lire vraiment beaucoup. Donc les modulations du plein chant font que le sol
se dérobe, comme si la catalepsie induite par la musique faisait qu'on retrouve sa véritable source. Bon, je donne un autre exemple. Dans le temps des cathédrales, vous connaissez la cathédrale de Saint-Denis. Le concepteur de la cathédrale de Saint-Denis, alors on dit, ça s'écrit Sugère, on dit Suger. Suger était un ami du roi. Que fait Suger au moment de la construction des cathédrales? Alors là, c'est plus le sol qui se dérobe, c'est de faire en sorte que la lumière dans la nef puisse irradier toutes les créatures de façon à les réarticuler à la source lumineuse elle-même, c'est-à-dire le créateur. Et donc vous avez analyse de Duby. Pourquoi Suger, à Saint-Denis, lorsqu'il retravaille l'édifice précédent, fait-il abattre le jubé? Le jubé, c'est une cloison qui empêche que la lumière traverse la nef. Et fasse ce lien, restaure ce lien, celui du Timée, celui défini par Plotin, entre les copies de copies de copies, qui se trouvent même, quelle que soit leur part d'ombre, irradiées, et le soleil. Donc vous avez ce dispositif théologique. Le dernier, alors ça va être la jonction. La jonction, là on va basculer, deuxième Moyen-Âge, le temps des palais, on bascule dans une autre forme d'étrangeté, dans un autre intérêt pour une autre étrangeté, vers 1300. Très simple, moins 600, 1300. Un deuxième moment, second Moyen-Âge, Renaissance, et là un débat terrible en 1600. Alors, que dit Duby de ce qui se passe à partir de 1300? On n'est pas encore dans la Renaissance. Est-ce que vous vous rappelez des croisades? Il va dire qu'à la verticalité, dispositifs verticaux pour essayer, par l'expérience de l'étrangeté, l'expérience de la sidération, du ravissement, de retrouver la source perdue en haut. Il y a une étrangeté du ici-bas qui, heureusement, nous donne idée, par verticalité, de nous élever. Sauf que, au moment des croisades, et c'est le point de basculement de la notion spatiale d'étrangeté, les croisés ont rencontré des lieux extraordinaires. Ils sont revenus de Terre Sainte avec l'olivier, avec le pin. Ils ont rencontré des fruits inconnus. Vous connaissez l'expression pour des prunes. Croisade, au moins on ramène des prunes. C'est le moment extraordinaire de l'étrangeté du là-bas. C'est l'étrangeté, cette fois-ci, horizontale, qui va donner alors les cabinets de curiosité, qui va donner les chambres des merveilles. C'est le moment où on va se laisser totalement fasciner par les récits de Marco Polo, qui vient de très très loin. Et donc s'inaugure vers 1300 une positivité de l'étrange, une positivité de ce qui, cette fois-ci, reste ici-bas, mais une curiosité pour ce qui est inouï, parce qu'on ne l'a pas encore vu, parce que l'espace dans lequel on demeure n'a pas permis de voir ce coquillage, ce végétal, cet animal, ce bénitier, cette dent de narval, qui vont constituer chez les lettrés, les érudits et les très riches des chambres des merveilles.
des cabinets de curiosité. Alors, pour vous donner, là encore, idée de lire ce qui pourrait concerner Second Moyen-Âge, Renaissance. N'oubliez surtout pas que la Renaissance, c'est le moment où l'être humain se réjouit d'être un être bancal, d'être un extraterrestre. Épiméthée l'a oublié. Dans la distribution des atouts pour survivre, l'être humain a été oublié par Épiméthée, et comme il a été oublié par Épiméthée, ça veut dire que cette, on va dire, dystopie, ce délaissement, je suis dans un lieu, dans un milieu tel qui ne me permet pas une viabilité. L'étrangeté va être positive. Alors, rapidement, je ne peux pas entrer dans les détails, mais rassurez-vous, donc cette conférence sera publiée dans le numéro de novembre d'Espace Prépa, que vous recevez en général. Voilà, je vous donne simplement des pistes pour commencer à lire ce qui est très important pour cette année. Quelques notions déjà concernant le Moyen-Âge. L'ars nova. L'ars nova, Dante, à la suite des récits de chevalerie, va façonner une revendication de l'étrange. Vous connaissez peut-être le maniérisme de la Renaissance. Comme nous sommes des individus incomplets, comme nous sommes des individus bizarres, des individus délaissés, alors notre inventivité va pouvoir se manifester. Alors, je vous conseille non seulement ici la lecture de Duby, ce qui concerne le palais, le temps des palais, parce que dans le temps des palais, une curiosité pour ce qui vient d'ailleurs. Vous voyez bien que ce n'est plus l'étrangeté du ici-bas, c'est l'étrangeté du là-bas. Curiosité pour ce qui vient d'ailleurs, qui va amener les puissants à rassembler l'exotique. Le terme d'exotique, il faut faire très très attention, c'est l'intérêt de l'ailleurs pour l'ailleurs. Et la Renaissance, à la suite du second Moyen-Âge, revendique l'extravagance, ce qui ne se rencontre nulle part ailleurs. Apax, c'est ce qui n'a lieu qu'une seule fois. Alors vous lirez par exemple avec profit un texte de Malraux. Malraux qui dit qu'au début de la Renaissance, en Italie, avant la nôtre, il y a des innovations dans la manière qu'a le doge à Venise de s'unir à la mer. L'Orient qui se marie avec l'Occident. La manière que dans le carnaval, ça énerve beaucoup les fidèles de Savonarola, le très austère Savonarola, dans le carnaval, on commence à introduire des chars avec des animaux fabuleux. La Renaissance introduit des formes inédites, revendique l'extravagance comme marque de l'individualité. Aucun de nous n'est même qu'un autre, et l'étrangeté se fait création revendiquée, création qui va avoir une valeur propre. On n'est plus dans la peur de l'étrangeté de ce monde d'en bas qui nous fait à chaque expérience comprendre que nous venons d'ailleurs. Là, au contraire, on essaie d'aller ailleurs, d'aller vers l'ailleurs pour en faire une expérience inventive et créatrice. 1600. Alors 1600, il se passe de très très graves choses. 1600, Giordano Bruno est brûlé à Rome.
Giordano Bruno, qui a vraiment beaucoup travaillé sur la notion d'espace, qui est l'un des premiers, contre Aristote, à envisager un espace infini, qui est l'un des premiers à concevoir la perspective qui va révolutionner les tableaux, qui va révolutionner l'esthétique. 1600, toujours 1600, c'est le moment où vient d'être adopté l'édit de Nantes. C'est le moment où on conçoit qu'un même territoire puisse être habité d'une façon diverse par des formes théologiques diverses. Est-ce que 1600 va être la fin de la récréation ? Alors, j'oppose, et je vous renvoie donc au texte que vous aurez sous les yeux, j'oppose à partir de 1600, on va dire ceux qui freinent des quatre fers dans la positivité de l'étrangeté. Pascal, le très janséniste Pascal, essaie dans ses pensées d'en revenir au modèle antique et primo-médiéval. Il fait dire aux libertins le silence de ces espaces infinis m'effraie. On a l'impression qu'on revient à une scénographie de l'effroi pour renouer avec les formes théologiques antiques et primo-médiévales. Face à Pascal, alors c'est ce que j'appelle l'étrangeté du dedans. Il y a une lignée, ça commence avec Descartes. Descartes, il n'aime pas bien l'étrangeté du là-bas. Il n'aime pas bien les cabinets de curiosité. Il trouve que le culte de l'ailleurs pour l'ailleurs est plutôt déshumanisant. Descartes, et il ouvre la lignée des Kant, des Lumières, Freud. De quelle étrangeté va-t-il parler ? Il va parler, avec la princesse Élisabeth, de l'étrangeté de la troisième substance. La troisième substance, c'est ce mélange intime en nous, sidérant, effroyable, entre l'intelligible et le sensible. Ce qui est troisième substance, c'est très bizarre. Quand j'ai mal, je ne suis pas comme un pilote dans mon navire. Étrangeté en moi, comment ce qui est intelligible peut-il commander à ce qui est sensible ? Comment puis-je lever un bras ? Parce que si je lève un bras, ma volonté, sans avoir la même nature que le sensible, a agi sur lui. Alors, comme mes collègues se sont référés au philosophe de Königsberg, voilà, je vous ai dit qu'on allait voyager, on va voyager jusqu'à Königsberg. Königsberg, c'est la patrie de Kant. Vous avez chez Kant, bon, ceci évidemment ferait l'objet d'un cours d'une année, vous avez chez Kant le retravail de l'angle ouvert par Descartes de l'étrangeté du sujet. Je me réfère ici, c'est la critique du jugement, je me réfère à l'introduction 2 de la critique du jugement, qui s'appelle aussi la critique de la faculté de juger. Et là, Kant retrouve, après Descartes, la question de l'abîme incommensurable entre la liberté et la nature, entre l'intelligible et le sensible. Les Lumières, c'est une mise en étrangeté. Et le courage de te servir de ton propre entendement, c'est la question posée à soi, par soi. Dans quelle galère suis-je ? Où suis-je en train de mettre les pieds ? Cette lignée-là, c'est une lignée qui va essentiellement apercevoir l'étrangeté en soi.
Bon, d'une façon un peu brutale, lorsque, par exemple, Freud parlera de l'inquiétante étrangeté, certains traduisent par sortir de la maison. Un sujet, c'est quelqu'un qui est à l'écart de lui-même, qui est à côté de la plaque. Être un sujet, c'est être à côté de la plaque. C'est être à l'écart de soi. Lorsque, par exemple, donc Freud, ce qui sera traduit par extimité. Notre intimité, si on veut que ce soit une intimité humaine, c'est une extimité, c'est-à-dire qu'il faut construire en soi un écart entre soi et soi. Il faut devenir pour soi-même un extraterrestre. Il faut être au dehors de soi. Sinon, on est dans la pulsion. Sinon, on est dans l'instinct. Alors, lorsque on fait le lien, donc je parle de ce troisième moment de l'étrangeté. Étrangeté en soi. 1600 n'a pas sonné, n'a pas sifflé la fin de la récréation. Je voudrais évoquer, et c'est pourquoi j'ai parlé du MIT tout à l'heure, je voudrais évoquer, et je pense que vous êtes conscients que ces outils, ces problématiques, ces livres poussiéreux, ces traductions improbables nous aident à être des citoyens et des militants veillant aussi bien sur notre extimité, c'est-à-dire la possibilité en nous-mêmes de ne pas coïncider à nous-mêmes, si on veut penser, si on veut être des sujets. Il me semble qu'en 2013, voilà, je viens maintenant ici, je vais parler de Saint-Denis et je vais parler de l'Institut de technologie du Massachusetts. Il se trouve, c'est un des exemples, que l'une des questions qui se pose à nous, internautes, qui se pose à nous, qui fréquentons cet espace dont je dirais avec Claude qu'il doit échapper au dispositif privateur, au dispositif expropriateur. Il me semble que l'un des combats, alors pourquoi est-ce que là je parle de Saint-Denis? Parce qu'en ce moment, un certain Richard Stallman est en train de s'exprimer à Saint-Denis. Il s'agit des 30 ans du mouvement du logiciel libre. Il s'agit, qui sera effectivement la semaine prochaine manifesté donc au MIT, aux États-Unis. Alors de quoi s'agit-il? Deux rapports avec la question de l'étrangeté. Premier rapport, déjà, il y a 30 ans, un certain Finkielkraut, dans un texte qui s'appelle « Internet ou l'inquiétante extase », montrait à quel point zapper, cliquer, faisait intervenir une forme de fréquentation de l'espace sans recul et sans dehors. Si je clique, si j'exclus à chaque fois ce qui m'est étranger, je me prive d'étrangeté, je vais me mouvoir dans une forme d'évidence qui assoupit le sujet en moi. Premier rapport à la question de l'étrangeté. Si nos pratiques d'Internet sont des pratiques qui jamais ne se heurtent à l'altérité, si tout baigne, si l'internaute est comme un poisson dans l'eau, alors peut-être qu'il ne pourra pas être dans un rapport réflexif d'interrogation. Deuxième rapport à la question de l'étrangeté, c'est l'étrangeté de l'absence d'étrangeté. Lorsque donc ce mouvement instauré par Richard Stallman, il y a exactement 30 ans, donc ce mouvement GNU, ce mouvement du logiciel libre, du free software, a vu le jour. Il s'agissait de faire en sorte que l'utilisateur du web reste, on va dire, dans un rapport d'interrogation,
Que se passe-t-il lorsque j'utilise ce logiciel? Est-ce que, alors que je crois n'utiliser ce logiciel qu'à cette fin, est-ce que je peux encore être autonome dans ma manière de faire mon informatique? Alors, je fais exprès, bon, je ne vais pas développer, puisque je suis ouverte et attentive à vos questions. Il me semble que si nous sommes vigilants et si nous sommes dans un rapport d'interrogation philosophique, il me semble, bon, Andrés parlait tout à l'heure de mon travail, par exemple, sur Facebook, sur la question de la clé 4G, il me semble que nous pouvons interroger nos pratiques spatiales contemporaines elles-mêmes pour s'interroger sur les fascinations, sur les sidérations dont elles sont porteuses. Est-ce que la sidération qui est la mienne, lorsque jusqu'au bout de la nuit, je vais de site en site, où je repasse en boucle telle proposition sur YouTube, est-ce que cette sidération, elle relève de l'étrangeté, de l'absence d'étrangeté? Est-ce qu'elle relève de la curiosité? Est-ce qu'elle relève de l'étrangeté de l'ici-bas, du là-bas, ou de l'étrangeté en moi? Je vous remercie.